préciser quelque chose tout de même. Ouais, Parce on a une image de l'industrie qui est sans doute un peu fausse. j'imagine. Euh, Quand on est dans le public, on a beaucoup de liberté, on a de la supervision, bien sûr, mais euh, on doit écrire nos manips dans un cahier de labo. Mais ce qui va compter, c'est la publication, c'est-à-dire c'est la synthèse de nos recherches. C'est pas Mhm. la recherche précisément. Quand on est une industrie pharmaceutique, c'est toutes les étapes de la recherche qui vont compter. Pourquoi? Parce que il y a des contrôles qui sont des contrôles de qualité. Mhm. Et lorsque le contrôle qualité arrive, lui il va prendre vos cahiers de laboratoire qui sont très bien notés et ils vont regarder ce que vous faites jour par jour. Mhm. Et un exemple pour expliquer un peu la rigueur que l'on doit avoir dans l'industrie pharmaceutique, si vous voulez peser un produit, je vais prendre un exemple que tout le monde va comprendre. Si je dois faire un gâteau, je dois peser du sucre et de la farine. Mhm. Si je vous dis, par exemple, pour tel gâteau, je vous dis, imaginons pour 1 kilo de gâteau, il vous faut 200 grammes de sucre. Vous allez prendre votre balance, vous allez tarer la balance, vous allez mettre 200 grammes de sucre, vous allez le mettre dans votre pot pour faire le gâteau. Mhm. Dans l'industrie pharmaceutique, d'abord, vous tarez la balance, vous vérifiez que la balance fonctionne, bon, mais ça, vous tarez la balance, vous pesez d'abord le paquet de sucre, par exemple, il y a 1 kilo, vous pesez vos 200 grammes, et vous repesez derrière le paquet de sucre, pour Ah être oui, ok. certain que vous avez pris 200 grammes. Ouais, 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 ouais. Et toutes ces pesées, vous avez le ticket qui sort, doit être mis dans le cahier de labo. Mhm. Dans un cahier de laboratoire public, ce genre de détail n'apparaît jamais. Ok. C'est-à-dire que vous dites, tel jour j'ai fait ça, j'ai fait une solution, la solution, il y a 200 grammes de sucre, 300 grammes de farine. Tout le monde sait que vous avez pesé. Mhm. Mais vous ne dites pas quelle machine vous avez utilisée, les Mhm. contrôles que vous avez fait, etc. Vous avez pesé, point barre. Mhm. Ça ne veut pas dire que le public est moins strict. C'est pas ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est que le privé est beaucoup plus contrôlé. Mhm. Et donc, toutes les petites étapes intermédiaires sont contrôlées. Vous demanderez-vous jamais à votre boulanger de vous montrer tous les tickets de pesée? Vous Mhm. voyez ce Bien que je sûr. veux dire? Ouais, Tandis ouais, que ouais. dans l'industrie pharmaceutique, le contrôle qualité peut les demander. Mhm. Donc souvent, on a une image de l'industrie pharmaceutique, des gens qui veulent peut-être soit aller vite, soit essayer de sortir les premiers les produits pour gagner un maximum. Cela est vrai. Mais il y a tellement de contrôle derrière, en fait, que tout est très strict dans l'industrie Oui, je vois. pharmaceutique. Oui, oui, ça n'empêche pas qu'effectivement, il y a un côté commercial, un côté Bien sûr. économique, il faut vendre des médicaments, et en même temps, enfin, il y a un tel enjeu derrière de Mhm. santé que du coup, ils peuvent pas faire n'importe quoi, les mecs, quoi. Moi, je vais dire quelque chose, je crois, sur l'avenir de la médecine. Il y a des enjeux commerciaux qui sont énormes pour les grandes pathologies. Il y a des enjeux qui sont beaucoup plus faibles pour ce qu'on appelle les pathologies orphelines. Pour que l'industrie pharmaceutique s'intéresse aux pathologies orphelines, pour qu'il y ait vraiment des médicaments qui sortent, il est à mon sens impératif qu'il y ait des organisations de patients qui se créent pour telle ou telle maladie. Mhm. C'est-à-dire que si vous avez une organisation de patients, vous avez par exemple 10 000 personnes dans votre organisation, l'industrie pharmaceutique se dit il y a un marché potentiel, donc on va faire des recherches. Mhm. Parce que l'industrie pharmaceutique, ce ne sont pas des chercheurs publics, c'est-à-dire ce ne sont pas des chercheurs qui vont s'intéresser à une pathologie parce que la pathologie est intéressante. Ce n'est pas Dr House, là. Ce Mhm. sont des gens qui vont s'intéresser à une pathologie parce qu'à un moment donné, elle peut rapporter. Il faut quand même dire Eh la oui, vérité. ouais, bien sûr. Oui, c'est Même pas si, qu'altruiste, quoi. non, c'est pas altruiste, même si ce sont d'excellents chercheurs dans l'industrie pharma, Ah, bien même sûr. s'ils sont très stricts, etc., ils vont avoir des projets de recherche qui vont être faits parce qu'à un moment donné, telle pathologie a tel débouché. Mhm. Si l'on veut montrer que les maladies orphelines ont tel débouché, il est impératif qu'il y ait des organisations de patients qui se créent. Il y en a pour certaines pathologies, mais il n'y en a pas pour toutes. Eh oui. Et je dis aux gens, regroupez-vous. Vraiment, c'est un message que je passe, regroupez-vous pour qu'on vous écoute. Si on vous écoute, il y a des débouchés, donc il y aura des solutions. Oui, tu sais, comme les trucs qu'on voit parfois avec des associations, C'est ça, ouais. exactement. On va récolter C'est des fonds, faire des c'est actions. ça. Et ça, en fait, ça permet d'intéresser l'industriel en Ouais, disant, ouais, ah, ouais, j'avais jamais entendu parler de cette c'est pathologie, ça. mais il y a un truc. Ouais, c'est en disant, ah, je suis là, les gars. C'est ça, c'est ça. Soignez-moi, donnez-moi des Donc, médocs. je pense en fait, et c'est aussi le sens de ma chaîne, pourquoi je me suis mis sur Internet, c'est parce que je crois qu'il faut qu'il y ait une interaction permanente entre le public
et la recherche, Hmm. qui est une interaction qui soit constante tout le temps. Parce que la recherche a besoin du public, mais le public a besoin de la recherche. Bien sûr, ça va Et dans les deux sens. donc, si nous, on ne voit pas certains problèmes, le public peut voir certains problèmes. Euh, et ça, c'est important aussi de penser à ça, de penser toujours à cette interaction en permanence. Et cette interaction en permanence permettra d'éviter certains problèmes que l'on a eus, comme celle du Mediator. C'est-à-dire, si le public, si la pharmacovigilance avait mieux fonctionné à ce moment-là, si elle n'avait pas mis tant de temps en fait à mieux fonctionner, c'est-à-dire si les patients, le Mediator c'est compliqué, mais si les patients avaient plus insisté sur les effets secondaires, je pense qu'on aurait moins tardé, en fait. Je pense qu'on aurait moins tardé. Ok. Et pour la petite histoire, je lance ici une anecdote aussi. Lorsque l'affaire Mediator a éclaté, moi j'étais stagiaire de master. J'étais stagiaire à une organisation qui n'existe plus, mais qui était l'AFSAPS, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Et lorsque je suis rentré, en 2010, donc j'étais stagiaire en Bac+5, enfin stagiaire en master, donc du master de bio de la faculté des sciences. Je sais pas, peut-être 3 semaines ou un mois après éclatait l'affaire Mediator, et moi je travaillais dans l'agence qui était là pour éviter que ça arrive. J'étais stagiaire dans cette agence. Et en fait, j'ai vu de l'intérieur un peu ce qui se passait. C'est-à-dire que moi, j'étais pas du tout dans l'équipe qui travaille sur Mediator. Il y a trois antennes en fait de l'AFSAPS en France. Donc, j'étais pas du tout dans cette équipe-là, mais on voit les chefs qui ont des retours, qui partent à table, etc. Et donc, on comprend un peu comment ça fonctionne. Ça a été très instructif en fait pour moi de voir comment ça fonctionnait et comment ça dysfonctionnait aussi parfois. Ouais. Et en fait, cette année-là, donc on est en 2010, moi je suis encore étudiant, et je me rends compte qu'il est impératif qu'il y ait des connexions entre le public et la science. Pour moi, c'est devenu en fait presque une obsession. Ok. Parce que je me suis dit, quand le lien est rompu, si le scientifique se met dans sa tour d'ivoire et ne communique plus, c'est terminé. Eh oui, bien sûr. Puis il y a une rupture de la confiance après. Il y a une rupture de la confiance, et puis ça a été, c'est un peu le truc. Donc, il y a cette nécessité de communication en permanence. Ouais, hyper intéressant. Recréer le dialogue, ouais. Et du coup, recréer la confiance et tout ça, ouais. Oui. Recréer la confiance aussi. C'est sûr. Recréer la confiance aussi. Mais recréer aussi dans le sens de l'industriel vers le public. C'est-à-dire que l'industriel doit avoir confiance au public. L'industriel ne doit pas juste voir le public comme des gens qui potentiellement pourraient dire oui, mais l'industrie pharma se gave, c'est pas possible, ils nous empoisonnent, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, en fait, recréer de la coopération en fait, c'est ça, entièrement, entre les deux. Ouais, c'est ça. L'industrie pharma, c'est pas le diable que l'on voit, c'est des gens qui... moi, tous les gens avec qui j'ai travaillé, c'est des chercheurs, enfin, c'est des gens qui ont fait de la recherche parce que ça les intéresse. J'imagine que c'est des grands passionnés, en fait. Oui, parce que le questionnement les intéresse. Eh oui. Et c'est pas des gens qui veulent empoisonner la population, je sais pas quelle connerie, c'est des gens qui veulent trouver des solutions pour des pathologies. Ouais, et puis ça ferait quand même beaucoup de monde qui voudrait empoisonner beaucoup de monde, oui. Quand même. Ah, le tour, il serait... Ouais, ça fait du monde, ouais. Donc il faut pas oublier la passion du chercheur. Il y a... à l'époque... Bon, à l'époque où j'étais élu, que je représentais des étudiants, j'avais rencontré Valérie Pécresse et feu Axel Kahn. Et je me rappelle d'un débat qu'il y avait eu entre les deux, où Axel Kahn disait que Valérie Pécresse était une bonne ministre, etc. Mais qu'elle n'avait pas compris un truc, et que sans ce truc, elle ne pouvait pas comprendre le monde de la recherche, c'est que chaque chercheur a foi en son propre génie. Et moi, j'ai envie de dire à Axel Kahn, en tout cas aux gens qui lui succèdent, c'est qu'il ne faut pas que le génie nous aveugle. Que cette fois, notre génie nous aveugle. Et je pense qu'il y a un certain aveuglement aussi de certains chercheurs. Le professeur Raoult, par exemple. J'y pensais pas. Il nous dit, je suis l'élite, je suis le meilleur, etc. Qui a à ce point foi en son génie, qui ne peut pas voir les erreurs qu'il commet. Oui.
Oui, alors qu'effectivement, la science demande énormément d'humilité au Oui, final. mais on n'est pas humble au départ. Parce qu'on, oui, je crois qu'Axel Kahn a vraiment raison. On a foi en notre propre génie, mais il faut surtout pas que ça nous aveugle. Ouais, Il c'est faut ça. surtout pas que ça nous aveugle. Et c'est le plus compliqué, en fait, dans la recherche. C'est le plus Mm. compliqué dans la recherche. Que ça nous aveugle pas, en fait. Et bah oui. Et c'est Sur- pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Surtout quand on trouve, j'imagine, en plus. Mm. On trouve tout le temps en recherche. Ok. On peut parler des vaccins, mais on trouve tout le temps en recherche. Euh, il faut pas oublier que la recherche, c'est le temps long. Et De Gaulle le disait, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, et des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Le problème, c'est qu'en fait, on trouve un peu tout le temps. C'est-à-dire que on a dans l'idée, en fait, du chercheur, quelqu'un qui a la Einstein ou Marie Curie, va faire des pas de géant. Mais la recherche, c'est plein de petits pas Mm, mm, mm. qui font que l'avancée est énorme Mm, mm. Au au final, ouais. final, mais que tous les anonymes, tous les chercheurs anonymes qui ont fait les petits pas, on ne les voit plus. Et je Mm. regrette un truc, je parle beaucoup, mais je regrette un truc, c'est le prix Nobel. Le prix Nobel est décerné à une personne, pas à une équipe. Mm, mm, mm. Effectivement. Ça devrait être décerné à une équipe, Mm, c'est-à-dire mm. à tous ces chercheurs qui ont permis de faire des petits pas à un moment Mm, donné mm, mm, pour, pour avoir le prix Nobel. J'ai mm. rencontré il y a 2 ans de ça, je voulais l'interviewer pour la chaîne qui n'existait pas encore, mais j'avais l'idée de faire la chaîne. C'est Jacques Dubochet. Jacques Dubochet, c'est un prix Nobel de chimie de 2019. Je crois que c'est 2019 ou 2018 à vérifier, mais ces années-là. Prix Nobel de chimie, c'est un Suisse. Et moi, je l'avais rencontré parce que quand il a gagné le prix Nobel, il nous avait fait une conférence à l'UNIL. Et moi, à la fin, je suis allé le voir et je lui ai dit, voilà, monsieur Dubochet, je compte faire une chaîne YouTube alors pour expliquer la science, etc. Et puis, ça serait vraiment super si vous étiez le premier interrogé. Enfin, commencer par un prix Nobel, c'est extraordinaire, quoi. Et lui m'a Ouais, répondu, c'est sûr, ouais. et lui m'a répondu un truc qui m'a marqué, et je le lis là, ici, et il faut garder ça en tête. Il m'a dit, si vous voulez interroger la personne qui a reçu le prix Nobel, c'est pas moi qu'il faut interroger, c'est ma technicienne, parce que moi, je l'ai regardé faire les manips. Ok. Malheureusement.